G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec les plus belles histoires du sport sur notre département avec, comme chaque mois, ces athlètes qui se surpassent quel que soit leur âge, leur niveau, pourvu de gagner et de faire gagner l'Isère, département sportif par excellence, grâce à la vivacité des clubs, de leur soutien, mais aussi grâce à la géographie du plat, de la côte, des cols. C'est un grand terrain de jeu pour nos invités du jour qui s'éclatent en plein air. Un champion de paracyclisme. Deux champions de course en montagne et un clin d'œil à une championne de snow freestyle. C'est tout de suite après le résumé de l'actu du week-end. Le FCG Rugby conforte sa place de barragiste en s'imposant à Valence. Le VRDR en position de relégable s'est bien défendu, mais Grenoble a mieux géré le vent et son avance. Victoire 30-23 des Rouges et Bleus. Il reste 3 matchs pour parier sur les quarts de finale et rêver encore un peu de montée. Tout est permis. Un match nul qui ne l'est pas tant que ça. Oui, le GF38 rate l'occasion de rester proche du leader de Ligue 2, mais vu les circonstances, on s'en contentera. Après les expulsions simultanées de Diallo et Montbrice, les Grenoblois réduits à 9 contre 11 ont dû résister toute la deuxième mi-temps et compter sur les exploits du gardien Esteban Sales. Grenoble prend un point et pointe à la 4e place. Rouen sera bien champion de France de hockey sur glace. La FFHG a confirmé le titre malgré la recommandation du CNOSF saisie par Grenoble. Avec un petit championnat réduit de 44 à 22 matchs et sans play-off, la Coupe Magnus sera donc bien soulevée par les Dragons. De son côté, Grenoble se sépare de ses gardiens Lucas Sorac et Sébastien Rébon, entre autres annonces de mouvement dans l'effectif. Et ça commence fort pour les triathlètes isérois. Léo Bergère et Dorian Coninx prennent respectivement la première et deuxième place de la Coupe d'Europe de triathlon à Melilla en Espagne. Ça sent bon le ticket pour les Jeux de Tokyo, mais il faudra confirmer le 15 mai. Chez les femmes, Léa Coninx, la petite sœur de Dorian, prend la 4e place de cette même épreuve. Et il y a aussi ceux qui vont au bout de l'effort, mais dont les catégories sont souvent nichées au coin d'une page derrière les gros titres, ceux dont on connaît peu les disciplines et qui pourtant réalisent des exploits qu'on a de la peine à croire. Par exemple, Julien court le marathon en 2h20. Baptiste court 23 km sur 1100 mètres de dénivelé en 1h48. Et puis Michel qui fait du vélo alors qu'il ne peut pas lever le pied comme il le peut. Julien Rancon, Baptiste Fourmont, Michel Jandet, bienvenue à vous. Lumière sur vous. Alors, Michel, vous êtes licencié à l'AS Andivienne. C'est joli comme nom, c'est sympa ça. C'est sympa. Vous êtes champion de France. Alors, quelle catégorie on peut dire? Alors, c'est la catégorie MC5 ouais. Et je suis en vétéran, alors, bien sûr. Parce que... Ah ben non. Ben si. Ah bon? Vous avez 66 ans, on, oui. on peut le oui, dire. on peut le dire. Et pourquoi? Alors, MC5, ça correspond à quoi? MC5, c'est tout ce qui est la catégorie neurologie. Cette catégorie regroupe tous les gens qui ont des problèmes neurologie. Ce qui veut dire que la nature de votre handicap, elle ne se voit pas à l'œil nu, elle est réelle en revanche. Et c'est assez récent. Vous avez une maladie qui vous prive d'une certaine mobilité de vos jambes. Tout à fait. Ça me prive des releveurs qui sont très importants, soit pour marcher, soit pour faire du vélo. Et ça nous permet de compenser. Il faut essayer de compenser pour pouvoir essayer d'avancer un petit peu en vélo, quoi. Alors, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire quand on a le pied. Déjà, quand danseuse, c'est très compliqué. D'accord. Et vous pouvez dire le nom de votre maladie, puisque c'est... Voilà, complexe. donc c'est une maladie qui est un petit peu complexe. C'est une polyradiculonévrite aiguë démyélisante et chronique, en plus, puisqu'elle est démyélisante et chronique, et il n'y a pas de recours. Donc, ça veut dire que c'est une maladie dégénérative. Dégénérative, ouais. Que vous tentez de freiner aussi par le sport. Que le sport et le vélo, entre autres, m'aident à compenser cette lacune et à éviter de penser à autre chose. Alors, on va vous voir en tenue et à vélo. Ça, est-ce que ça fait partie aussi de votre passé plus lointain? Le vélo a toujours fait partie de votre vie? Le vélo a toujours fait partie de ma vie. À une vingtaine d'années, j'ai été à un bon niveau, pas dire de passer le cap,
mais j'étais à un bon niveau. Et de toute ma vie, j'ai été piqué avec un rayon de vélo, puisqu'après, je suis rentré chez les pros comme mécanicien professionnel. D'accord, Ouais. donc vous avez été au contact des Voilà. courses Voilà. dans la caravane, comme on dit. Ouais, de plus que de la caravane, puisque Enfin, c'est dans oui, les équipes, La grande caravane, on peut voilà, dire, mais au les sein des équipes professionnelles. Ouais, Vous ouais. avez suivi quelle équipe? Eh bien, j'ai fait des remplacements chez Festina, j'ai fait la Française des Jeux, j'ai fait, pour finir, de la Tour, j'ai fait RAGT, puis après, je suis resté 5 ans chez Mavic avec les voitures jaunes. Donc pas mal de Tours de France alors Oui, à votre actif. Tour de France et Tour de partout. Et beaucoup de souvenirs aussi. Et beaucoup de souvenirs, Et voilà, passion. c'est ce qui m'a fait vivre. Et j'ai jamais traîné les pieds pour le cas de dire, dans le cas, jamais traîné les pieds pour aller au travail. Oui. C'était un métier très passionnant. Bien sûr, mais quand on est mécano et qu'on est au service des plus grands athlètes, est-ce qu'on fait aussi bien du vélo qu'eux? Non, Voilà. non, c'est pas possible. Eux, c'est leur métier. Leur métier, c'est pédaler. Donc, nous, c'est de leur apporter le matériel en conséquence pour qu'ils soient bien pour pédaler. Alors, quand est-ce que vous avez compris que le vélo pouvait aussi faire non seulement partie de votre vie, mais aussi vous aider à franchir un cap auquel vous ne vous attendiez pas? Eh bien, c'est quand j'ai commencé à un peu me dégrader. J'ai dit, il faut se reprendre en main. C'est récent, hein? Oui, c'est récent, 2012. Donc, il fallait faire quelque chose. Hein. Il faut se reprendre en main, il faut se recentrer. Et de là, je suis reparti en selle sans avoir de reproches, sans avoir de quoi que ce soit. Donc, c'est bien parti. On vous y a conseillé? On vous l'a conseillé, ça? Non, par rapport au neurologue, j'ai jamais rien dit. Pendant 3 ans, j'ai jamais rien dit. Bien à défaut de tout ça, ils étaient désolés que je ne le dise pas. Parce que c'était dangereux pour vous? Non, parce que j'allais tout de suite savoir ce qu'ils allaient me dire. Non, faut pas vous fatiguer. Ne pas se fatiguer, en Voilà. revanche, est-ce que ça vous a permis à, non pas retrouver une forme de mobilité, mais est-ce que vous avez senti les bienfaits sur votre corps aussi de cette pratique? Tout à fait. Le bien-être, et puis de compenser cette lacune qui me permet de continuer à marcher et à vivre correctement. Oui, mais alors, pardon, mais pourquoi pas la natation? Pourquoi pas Parce que de marche douce? le vélo a été le rayon de ma vie depuis tout jeune. Donc, je gardais ce sport, comme on dit dans le jargon cycliste, c'est piqué avec un rayon de vélo. Et vous êtes parvenu à retrouver des sensations et des chronos assez vite? Oui, tout à fait. Après de grosses séances, de gros travail personnel sur moi, avec mon épouse qui m'aidait beaucoup, des copains aussi. Donc tout ça fait, et le club, entre autres, qui m'ont beaucoup soutenu aussi. Oui, alors on le voit d'ailleurs, hein, le club, avec ces photos qui sont prises dans les coulisses des courses. Oui. On comprend vraiment que l'amitié de ce club, c'est vraiment le ciment de votre évolution. Oui. Fier à eux de pouvoir nous soutenir en tant qu'athlète, si on peut se considérer comme ça. C'est magnifique d'avoir des gens autour de soi, des bénévoles qui travaillent tous les jours et sans arrêt, sans rechigner, c'est surtout ça. Vous aviez déjà roulé en club? Oui, bien sûr, puisque je vous dis, à une vingtaine d'années, j'étais dans des clubs, j'étais en première catégorie, donc là, mais c'était pas le même vélo, c'était autre chose. Donc vous avez découvert un autre vélo? J'ai découvert un autre vélo, une autre amitié, une autre. C'est pas du tout pareil. Et c'est ce que justement, c'est cette pratique du vélo qui vous a permis de transformer ce handicap en force, En force. Tout à fait. Vous avez en raison. plaisir de rouler, de découvrir la compétition. Vous avez découvert un goût pour la compétition? J'ai toujours eu le goût de la compétition. D'ailleurs, je ne sais pas faire sans faire de la compétition. C'est un petit peu au drame de peut-être quelques personnes autour de moi, mais c'est comme ça. Mon but, c'est arriver le plus vite et le plus haut possible. Et ce handicap ne vous a pas S'il me freine, freiné au départ? Oui. Comment Alors vous là, avez fait? c'est moralement, bien sûr, ça atteint. Hein. Ce n'est pas comme avant. C'est pas comme avant. C'est là, on commence à réfléchir. Là, c'est. Et puis, il y a toujours quelque chose qui vous remet en selle et qui vous redit allez, tu dois y aller. C'est comme ça. C'est par rapport à un handicap. Maintenant, je le vis comme un gros handicap parce que je vois qu'il commence un peu à me peser.
j'arrive à concevoir les gens qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes, qui ont des handicaps qui sont beaucoup plus terribles que moi. Et ça, c'est vrai que c'est dur à vivre. Hein. C'est dur à vivre. Surtout que Mentalement. vous grappillez et à chaque course, peut-être Oui, quelques j'essaye, secondes, mais, quelques minutes. mais on a des jeunes derrière qui poussent énormément. Donc, compliqué, très compliqué. Il faut savoir au métier. Voilà. Votre objectif le plus cher, on va dire, vous êtes champion de France déjà. Donc voilà, champion de France. On en aura, on va, en espérant que la pandémie ne nous retarde pas, on aura un championnat de France à Bourg-en-Bresse, un championnat de France UCI, qui sera le 28 mai à Bourg-en-Bresse. Alors, vous parlez justement de cette pandémie, très justement. Elle vous a touché personnellement, d'ailleurs, cette première vague. Vous avez développé un Covid très sévère, on va dire, et dont vous avez gardé des séquelles. Donc, j'ai gardé des séquelles au niveau du souffle. J'ai toujours des manques respiratoires. Et ça, bon, dans le vélo, dans le sport en général, je pense que le souffle était primordial. En plus, et malgré tout, vous arrivez à vaincre, j'y vais. Ce handicap supplémentaire. Tout à fait. Parce que vous souffriez d'asthme déjà auparavant. Oui, auparavant, j'avais déjà des natures. On va dire que les cyclistes par nature sont, ou le sportif est déjà asthmatique d'origine. Pourquoi? On ne sait pas, parce qu'on est peut-être toujours à l'extérieur, qu'on prend beaucoup de saloperies. Et les voitures aussi, les suiveurs, ça les gaz, la pollution, tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, donc il faut voir la vie en rose. Hein. Chaque jour a son temps. Qu'est-ce qui vous inspire, Julien, Michel? La persévérance. Et puis nous, on est toujours à se plaindre quand on a un petit bobo à quelque part. Et finalement, ça nous permet de nous rendre compte que c'est souvent pas grand-chose. Baptiste, est-ce qu'on a presque envie de faire des interclubs interdisciplinaires avec des personnalités oui, et surtout qu'en plus, moi, j'ai commencé avant la course en montagne par le vélo quand j'étais petit. Et voilà, de voir qu'on peut continuer à vivre de sa passion jusqu'au final, tout au long de notre vie, c'est vrai que c'est assez positif pour les jeunes, quoi. Moi, je pense qu'il faudrait des Michel dans tous les clubs, au moins une fois par mois, comme ça. Hein, non? Qu'est-ce que vous en dites? Alors notre club, qui est très vivace à ce niveau-là, ils font des intervenants dans les écoles pour faire valoir déjà l'handicap et puis aller outre. Ceux qui sont handicapés sont pas plus, ne doivent pas être plus démobilisés que les autres. C'est ce que vous venez de faire d'ailleurs aussi par le biais de cette émission. Ils nous regardent aussi, les jeunes, et ils doivent y aller. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas avoir honte de son handicap. C'est comme ça, on l'a. C'est pas quelque chose qui est dramatique. Voilà. Moi, je vous souhaite d'en faire encore plus avec ce maillot qui vous va super bien, hein. Vraiment. Surtout le maillot de champion de France qui a été vraiment un honneur pour moi. Oui, tout à fait. Et puis merci à votre épouse aussi qui nous a fait parvenir ces jolies photos. Michel, on va descendre d'une génération, mais on va monter en altitude pour retrouver Noémie Eki, qui n'a pas pu nous rejoindre car elle voyage beaucoup au gré des massifs pour disputer la Coupe d'Europe de snowboard freestyle. Elle nous a fait passer un petit message plein d'enthousiasme. Salut, moi c'est Noémie Eki, j'habite en Isère, entre Grenoble et Chambéry, et je suis sportive de haut niveau en snowboard freestyle. Donc le snowboard freestyle, c'est du snowboard, en fait il y a 2 disciplines que je fais en compétition, le big air, donc c'est un gros saut où le but c'est de faire des figures, donc on est noté sur l'exécution et la difficulté des figures. Et puis il y a le slopestyle où c'est un enchaînement de plusieurs bosses et aussi des rails. Les rails, c'est des barres en fer où également il faut faire des figures. J'ai commencé le snowboard quand j'avais 9 ans au club des Sept-Lots et donc maintenant je suis membre de l'équipe de France de snowboard freestyle jeune. J'ai la chance quand même, malgré le Covid, de beaucoup voyager parce que là depuis un mois, je suis allée en Serbie, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Donc forcément, ça rend un peu plus difficile nos voyages, on va dire, le Covid, parce qu'on est toujours un peu dans l'incertitude de est-ce que les compétitions vont avoir lieu. Et puis il y a un petit peu toutes les démarches avec les tests PCR, etc. Mais ça se passe plutôt bien, voilà. J'espère que je vous retrouverai peut-être sur les pistes l'année prochaine en France quand les stations seront ouvertes. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt, Noémie. Elle a 20 ans et tout l'avenir devant elle. L'Iséroise, elle a de la chance de voyager aussi. Je vous ai vu un petit peu dodeliner ou ce n'est pas le cas pour vous?
Non, on a très peu de compétitions, même en France, il y a très peu de compétitions pour le moment et on n'a pas trop de perspectives à court terme. Donc oui, on aimerait bien voyager un petit peu. Oui, mais ce sont des compétitions aussi où vous êtes plus rassemblés aussi, qui impliquent nécessairement Oui, plus puis de bon, proximité. ça c'est des sports hivernaux. Le snowboard, nous, on est plutôt un sport estival, donc on espère que Oui. ça va se rouvrir. Encore qu'on vous a vu courir dans la neige quand même, hein, du côté des Vauluis. Là, les conditions étaient... L'hiver était arrivé plus tôt. Il a d'ailleurs encore du mal à partir. Si ça se trouve, vous vous êtes croisés d'ailleurs avec Noémie. Vous qui courez peut-être jusqu'au portillon de départ quand même, parfois. Jusqu'à combien d'altitude il vous arrive de courir? En Europe, jusqu'à 2500 mètres, je dirais souvent. Rarement, quelquefois au-delà de 3000, mais c'est quand même plutôt rare. Mais pour courir aussi haut, il vous faut aussi vous entraîner à une altitude constante, en tout cas au-delà de 2000 mètres. Oui, au-delà de 2000 mètres, il faut s'entraîner en altitude. Il y a des adaptations à avoir sur l'organisme qui sont indispensables si on veut performer. Ça ne nous empêche pas de courir lentement, mais si on veut essayer de performer, il y a beaucoup d'adaptations. L'adaptation pour descendre et pour remonter aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Bah, c'est pour ça qu'après, par exemple, on peut faire des stages plus en dénivelé, d'ailleurs plus en altitude, plus le chemin devient, le terrain de jeu devient technique, et du coup ça nous permet de faire des globules pour justement pouvoir courir en altitude, et en plus de pouvoir profiter de terrains un peu plus escarpés, parce qu'au final on se rend compte que si on arrive en haut d'une bosse par exemple, et qu'on a des bonnes capacités en descente, bah, ça reste toujours un petit plus, et qui peut faire vraiment la différence. Même si forcément on court plus longtemps en montée qu'en descente, la descente elle est vraiment super importante. D'où l'importance de savoir aussi comment ça fonctionne, comment l'organisme réagit aussi bien à l'altitude, au changement climatique, sur une même course. Et oui, c'est ça. Bah, on l'a vu par exemple au Super des Vauluis, où c'était pour les championnats de France. Donc on avait l'habitude d'avoir une période chaude pendant l'été. Et là, on arrive sur un week-end, il y a une grosse baisse de température avec des chutes de neige. Et on se rend rapidement compte que l'organisme il a besoin de cette adaptation et que c'est important de faire des entraînements en conditions réelles avant. Et que là, je pense que le froid en a surpris plus d'un, par exemple. Tout à fait. C'était l'Isérois d'ailleurs, Sylvain Cachard, qui avait remporté C'est ça. Qui avait remporté le titre. Alors, Julien et Baptiste, vous êtes tous les deux champions de France de course en montagne. Vous êtes tous les deux licenciés à l'EAG, à l'Entente athlétique de Grenoble. Donc, ça veut dire que vous êtes champions de France par équipe, tous les deux. Et Julien, vous avez 40 ans. C'est ça. C'est ça. Et Baptiste, 21. C'est ça. Donc, on peut courir par équipe avec quelques années d'écart. Oui. Oui. Les courses par équipe, c'est toute catégorie à partir de la catégorie espoir. Donc espoir, senior, puis master, les différentes catégories de master. Et après, il y a des catégories spécifiques master, mais nous, on a été champion de France élite, on peut dire toute catégorie au-delà d'espoir. Et master également aussi, avec d'autres coureurs. Alors moi, je n'ai pas de chiffres à la clé, c'est dommage. C'est pas facile de potasser là-dessus. On a l'impression que le trail, la course en montagne, on a une grande longévité et que parfois là, j'ai même un avantage. Je sais que certains, par exemple, se mettent au trail à plus de 40 ans et font des performances, des performances incroyables. Un athlète de très haut niveau devient vieux très jeune. À la trentaine, dans certains sports, on est déjà sur le déclin. C'est pas le cas pour le trail. Pourquoi ? Parce que les distances sont presque infinies et finalement, on peut courir une course de 12 km et puis en fin de carrière, courir une course de 160 km ou plus. Donc c'est vraiment des qualités d'endurance, donc c'est des qualités qui baissent un peu moins avec l'âge que des qualités de vitesse ou de puissance. Donc ça nous permet de durer un peu. Puis on a une variété de compétitions qui permet aussi mentalement des fois de changer un petit peu, de varier les plaisirs, et ça nous permet de garder la motivation souvent plus longtemps que si on fait un sport très répétitif, on va dire. Oui, alors l'endurance, il n'y a pas que l'endurance quand même, Baptiste, parce qu'il y a aussi la vitesse, c'est-à-dire c'est un long sprint que vous devez faire, et en plus avec du dénivelé. Oui, c'est ça, voilà. Justement, le long sprint, c'est vraiment le mot qui est utilisé justement pour ceux qui ont du mal à différencier la course en montagne du trail. On peut dire que la course en montagne, c'est un format qui exige vraiment de la vitesse. Et Julien comme moi, on la travaille spécifiquement l'hiver, donc on fait des crosses. Et donc voilà, avec en plus donc des entraînements en dénivelé qu'on fait l'été, l'hiver on peut faire des entraînements sur piste, donc du VMA, de la VMA, du seuil, qui sont des formats très courts et qui permettent de faire travailler la vitesse. Et on peut même par exemple faire des bonnes performances sur 10 km, qui sont des formats qui exigent de la vraie vitesse pure, sans avoir question de dénivelé en fait. C'est ça, il ne faut pas que ce soit trop simple non plus, sinon ajoutez toujours des difficultés. En plus, vous ne voulez pas courir sur des clous non plus aussi. Oui, pourquoi pas. Ça, il faudra y penser. Ça plus tard. D'ailleurs, mettre quelques clous, quelques verres, des morceaux de verre avec les pieds nus. Mais en tout cas, bravo à vous. Vraiment, vous êtes même plusieurs fois champion de France, d'ailleurs, Julien. Et même vice-champion, c'est ma langue à fourcher, du vice-champion du monde de trail.
et champion du monde par équipe. On va revoir les images quand même parce que là on dit que c'est vraiment facile quand on vous entend, mais vous êtes arrivé un petit peu fatigué. On est quoi? On est en 2019. En 2019, ouais. Ouais. Ah là, Oui, c'est un mélange de fatigue et d'émotion, parce que c'est quand même l'aboutissement de dizaines d'années de travail. Et des fois, ça paye pas. Et quand c'est comme ça, que tout se passe bien, que tout s'est bien déroulé pendant la course et qu'on a atteint son objectif, c'est des émotions indescriptibles. Et quand c'est mêlé avec la fatigue, ça donne des images des fois qui sont surprenantes. wow, ça peut faire peur, mais on vous voit tituber. On ne sait jamais exactement si vous êtes juste très ému ou si vous Non, avez ça va, besoin d'une assistance. Non, il y a beaucoup de fatigue musculaire. C'est vrai qu'on est souvent à la limite des crampes. Et en plus, il faisait très chaud, donc ouais, il y avait des conditions assez difficiles. C'était beaucoup de fatigue en fin de course. Oui, puisque là, on vous voit, c'est sur la ligne d'arrivée. Il y a eu beaucoup de dénivelé, mais là, c'est vraiment de la longue distance. Alors là, c'était 42 km pour 2200 mètres de dénivelé. Donc c'était aux alentours de 3h35 de course. Ouais, vous aviez déjà été médaillé de bronze en 2013, donc là, on était en 2019. Je crois que sur le circuit, vous totalisez 15 victoires. Ça n'a pas bougé par rapport aux 15 victoires sur 48 courses. Oui, je vous avoue que je ne vais pas compter moi-même. Alors, mais... nous, on a compté 15 victoires sur 48 courses, 24 top 3, à raison de 1669 km et plus de 91 km de dénivelé. Voilà donc qui en dit un petit peu plus sur votre discipline. Encore que vous, justement, c'est trail, c'est course en montagne, le plat, vous courez en fait sur toutes les distances. Pourquoi ? Parce que je suis un amoureux de la course à pied, puis sous toutes ses formes, j'aime courir longtemps, j'aime courir vite. Et j'aime bien varier parce que ça permet, comme je vous disais tout à l'heure, de garder la motivation, de faire des choses différentes. En toute saison, justement, de s'adapter. En toute saison, ouais. Vous voyez, cet hiver, j'ai même fait un 3000 en salle alors que j'avais jamais fait ça de ma carrière. Et j'y ai pris du plaisir. Donc, ouais, je prends du plaisir à courir, tout simplement. J'aime courir. C'est sûr que je préfère courir dehors, en montagne, dans des paysages attractifs. Mais ouais, mon sport à moi, c'est la course à pied. J'aime pas qu'on me catégorise dans... tu es un trailer, tu es un coureur en montagne, tu es un crossman, ouais, je suis un coureur. C'est ça, faire des bornes. Baptiste, vous, c'est plutôt la montagne? Moi, au final, au début, je suis parti pour la montagne, mais voilà, à force de fréquenter des gens comme justement Julien, avec qui on partage en plus des compétitions beaucoup de moments en stage, au final, voilà, moi j'ai pris les mêmes plaisirs et donc du coup, je fais à peu près, bon, je dis pas que c'est grâce à Julien, mais en partie en tout cas, et des gens que j'ai fréquentés, et ben voilà, je fais pareil, du cross l'hiver, de la course en montagne l'été. Bon, je fais pas encore des 40 km parce que je pense que j'en suis pas encore capable et j'ai pas la maturité physique, mais ça viendra avec l'âge. Même pas tout doucement? Si, voilà, après c'est pareil, à l'entraînement, c'est pas la même chose qu'en compétition, il faut juste une certaine maturité physique que j'ai pas encore, et ça c'est vraiment de l'expérience, de faire des entraînements, et au fur et à mesure on peut évoluer la distance et du coup garder cette passion pour la montagne, quoi. Oui, pour la montagne, chouette. et donc on le disait, le format plutôt court. Alors vous courez par exemple 23 km en 1100 mètres de dénivelé en 1h48 et 50 secondes. Oui, c'est ça. Après, c'est pareil, le temps, au final, ça dépend vraiment en plus de la longueur et du dénivelé. Ça dépend aussi de la technicité du chemin. Ça dépend de presque même des stratégies de course. Parfois, quand on veut gagner, il faut au début suivre les autres et puis ensuite peut-être faire l'écart quand il le faut. Donc voilà, après, au final, le chrono, c'est un bon indicateur, mais il peut changer d'une course à l'autre sans que l'état de forme ait changé. Mais oui, c'est ça. Et ça, c'est un format plutôt trail court. Moi, je fais aussi plutôt du format course en montagne qui est un peu plus court, quoi. Alors quand on fait son footing et qu'on croise certains d'entre vous qui montent plutôt vers les montagnes au-dessus de nous, ça semble extraterrestre. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'idée de courir vite en montagne ? Ce qui est sympa, je pense qu'à la base on aime tous la montagne parce que justement on aime parcourir ce paysage, profiter, même parfois rencontrer du monde. Et en fait, quand on a la liberté de pouvoir aller vite en restant en aisance, en entraînement, ça permet de voyager encore plus loin. Et puis on a des sensations, c'est vrai que c'est difficile à imaginer, mais en fait il y a de fortes sensations quand on court, que ce soit à la descente ou même à la montée. Voilà, ça devient presque un sport un peu extrême en descente parfois, où voilà, on peut jouer avec notre corps, avec les appuis. Et ça en fait que c'est magique, on ressent de belles sensations, en plus de profiter dans la gestion. Oui, sûrement. Alors moi, je trouve que c'est une des plus belles expressions, avec vous aussi, Michel, du sport en Isère, et qui permet aussi de profiter. Alors c'est un grand terrain de jeu, justement, oui. nos massifs. Vous êtes aussi coach sportif, Julien. Est-ce que c'est important dans ce rôle? Vous êtes champion par équipe. Est-ce que vous avez aussi un petit rôle de coach pour tout le monde, mais aussi auprès des plus jeunes? Oui, c'est à la fois un rôle de conseil
Et puis de partage, parce que j'ai quand même je commence à avoir pas mal d'expérience. Ça fait un petit moment que je suis sur le circuit. Donc oui, puis on a une belle génération qui arrive. Donc j'espère que j'ai quelque chose au moins à leur transmettre. Moi, c'est plutôt dans la deuxième partie de ma carrière. Donc si les jeunes arrivent à percer, à performer, et ben, pour moi, c'est que j'aurais réussi ce rôle de transmission qui me tient à cœur quand même, parce que on est des disciplines où c'est difficile et il faut que les jeunes aient la motivation et l'envie de parcourir les montagnes. Donc, Mais c'est très tendance, ça se développe beaucoup aussi, le trail, ça oui, plaît mais de plus en plus. Ouais, ça plaît beaucoup, mais il y a beaucoup d'erreurs aussi, donc il faut essayer d'encadrer un petit peu tout ça, notamment sur... aujourd'hui, on a beaucoup tendance à aller sur le long trop tôt, trop vite, et on a besoin souvent de freiner un petit peu les gens ou de les conseiller, de les orienter, de leur faire part de notre expérience pour qu'ils limitent un peu leurs erreurs. Donc kilomètre après kilomètre, minute après minute, c'est ça. Étape après étape, je crois que c'est très important. Et on vous sent encore tellement heureux de courir, c'est un bonheur, toujours. Oui, toujours autant de plaisir et de bonheur à courir. Jamais avec de la musique, non? On sait jamais. Oui. Non. Ça arrive, hein? Avec de la musique? Sur les circuits, non pas pour vous, mais en tout cas ça. Oui, ça arrive pour beaucoup de gens. Pour moi, jamais. Je préfère voir ce qui se passe autour, profiter de ce qui se passe autour, et puis je trouve qu'on est plus en harmonie avec la nature quand on est soi-même plutôt qu'avec de la musique. Oui, et en harmonie avec soi-même aussi. Alors, c'est une question, je suis un petit peu curieuse aussi personnellement, d'entendre votre souffle aussi, de vous entendre. Parfois, ça peut pas être un petit peu perturbant. On s'entend aussi parfois dans la difficulté. Oui, on s'entend, mais c'est ce qui nous permet aussi de gérer notre effort, parce que il faut essayer de connaître son corps. C'est vrai que quand on court à plat, on a des repères de vitesse ou de distance par rapport au temps. Quand on est en montagne, c'est beaucoup plus aléatoire, on a beaucoup moins de repères, donc percevoir son corps et percevoir son souffle, la douleur de ses muscles, c'est quelque chose de primordial. Et ça, on l'acquiert avec l'expérience et en s'auto-écoutant. Écoutez, je suis très admirative de tout ce que vous faites. Chacun d'entre vous, vraiment bravo à vous. Et bravo aussi de porter aussi haut les couleurs du département de l'Isère, puisque c'est une merveilleuse expression du sport que vous nous offrez ici. On espère retrouver des courses, on ne sait pas, on n'arrive pas, mais on tiendra bien évidemment nos téléspectateurs au courant de vos prochains rendez-vous, qu'on espère victorieux pour vous tous. Merci beaucoup, Michel. Merci. On est à fond derrière vous et à vous derrière aussi. Merci d'avoir été avec nous et à vous, merci de votre fidélité. Au revoir.